Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour, merci d'être là et un grand merci à Francesco Zambon qui a franchi toutes les difficultés des transports en commun aujourd'hui et les difficultés supplémentaires des bouchons des rues parisiennes. Francesco Zambon est un ami fidèle du Collège de France et de cette chaire. Il vient constamment, je rappelle, il y a 2 ans, ces 4 cours sur chaire d'État consacrés à la littérature provençale. Ce n'est que l'un des aspects de son activité de recherche. Il y a tout d'abord Charles de Boron et la tradition du Graal. Cette littérature provençale que je viens d'évoquer. D'autre part, la tradition mystique au Moyen-Âge et non seulement, en toute Europe. Et chaque année, nous attendons impatients la parution des 4 tomes dans l'équivalent italien de la Pléiade, à savoir les Meridiani de Mondadori, de ce recueil immense de traditions mystiques en toute Europe. Il représente vraiment ce caractère universel, universalia tantum, que la tradition du Moyen-Âge nous a légué. Mais il le représente avec une finesse de lecture constamment attentive à la réception que ces grands textes ont eue au XXe siècle. Et j'ai toujours à l'esprit son beau livre sur un texte de Montale, qui est l'un des auteurs qu'il aime le plus, mais avec Montale et également la littérature espagnole et portugaise du XXe siècle et la poésie italienne également, surtout des grands poètes originaires de sa région, c'est-à-dire les poètes vénitiens. Mais il est là ce matin pour nous illustrer la tradition de la lecture allégorique, de la tradition symbolique des animaux au Moyen-Âge. Il vient de publier le recueil le plus complet, et on a envie de dire exhaustif, de tous les traités sur les bestiaires au Moyen-Âge, recueil bilingue de plus que 2000 pages chez Bompiani en Italie, mais chacun des textes d'abord présenté dans sa langue d'origine, donc le latin, le provençal, l'ancien français, etc. C'est vraiment aujourd'hui le texte de référence en toute Europe, puisqu'il s'agit en plus de textes rares. Et c'est à ce titre qu'il inaugure la série des conférences qui sont consacrées à ces lectures symboliques. J'ai commencé la semaine dernière en parlant, premier niveau de cette échelle symbolique, des pierres, du traité de Marbode sur les pierres précieuses. Nous avons vu du reste les échos de ces pierres dans quelques grands auteurs du Moyen-Âge, notamment Dante. Et ensuite, nous sommes arrivés à l'écriture des pierres chez Caillois et à quelques pierres chez Bonnefoy. Aujourd'hui, c'est les animaux, c'est la chaîne la plus importante, puisque nous l'avons lu hier chez Basile et chez Ambroise. Ce sont en effet les caractères symboliques les plus proches de l'activité et de l'esprit humain. Le Moyen-Âge, me semble-t-il, mais nous aurons ici le témoignage de Francesco Zambon, hérite de cette tradition des pères de l'Église. Il suffirait de lire quelques passages. Hier, je vous ai présenté la minutie avec laquelle Basile décrit les tiges, les épis du blé, les fleurs des champs, etc. Mais la même chose, on pourrait dire pour les animaux. Et comme les animaux ont un mouvement, ont une activité qui est proche de l'homme, eh bien leur caractère allégorique se manifeste
encore plus. Par exemple, quand il s'agit de toucher à l'un des vices le plus typique des cours déjà du Moyen-Âge et puis de la Renaissance, c'est-à-dire la dissimulation, eh bien, Basile, bien avant la naissance des cours modernes, mais il y avait déjà les cours à Byzance, eh bien, il cite la dissimulation du polype. Point ne voudrais-je passer sous silence la ruse ni la dissimulation du polype. À quelque roche que celui-ci s'attache, il en prend la couleur. Aussi, moins de poissons qui nagent sans précaution viennent-ils se heurter au polype comme à une roche et devient-il pour le fourbe une proie toute préparée. Alors, après la description, la moralité. Tel est le caractère de ceux qui s'insinuent auprès des puissants du jour et qui se transforment selon les circonstances sans jamais s'attacher à la même règle de conduite, mais passent avec facilité d'une attitude à l'autre. Honorant la tempérance avec les tempérants, libertins avec les libertins, et changeant d'opinion au gré de chacun. Vous voyez donc que, et pour tous les autres animaux, c'est la même chose. Exemple à imiter, la sagesse des poissons qui restent chacun dans leur domaine. Alors, vous voyez que déjà à l'époque classique, les sources, les origines chrétiennes nous ont fourni ce type de passage constant, allégorique, de sorte que toute la création, d'une certaine manière, est éloquente par rapport à l'homme. Donc, pour revenir à notre thème, la description fait partie, au point de vue rhétorique, je confirme évidemment, d'une tradition rhétorique haute, mais elle y fait partie parce que tout le monde, toute la création est éloquente et a quelque chose à dire à l'homme. Il faut que l'homme se plie sur la création, regarde de près les herbes, les plantes, les animaux, pour en tirer une leçon supplémentaire. Donc, mieux on décrit, mieux on comprend, mieux on règle son comportement et ses attitudes. Pardonnez-moi cette brève introduction, c'était pour laisser prendre un peu de souffle à notre conférencier, que je remercie très vivement, et je suis honoré et reconnaissant de lui donner la parole. Alors, je remercie beaucoup mon ami Carlo Ossola de cette invitation qui me permet de continuer un discours que j'avais commencé il y a 2 ans en parlant d'arbres. Mais ce n'était pas d'arbres réels, mais c'était des arbres, des diagrammes d'arbres à propos du poète italien Jacopone da Todi. Et je le remercie également de cette présentation très généreuse. Je voudrais commencer ce séminaire en reprochant 2 citations à comparer, ou plutôt à confronter entre elles. La première est tirée des Libri Carolini, le traité rédigé vers 792 par Théodulphe d'Orléans à l'intention de Charlemagne pour réfuter la théologie orientale de l'icône telle qu'elle avait été exposée dans les actes du deuxième concile de Nicée, 787. C'est un long pamphlet, c'est Libri Carolini, contre ce qui apparaissait aux théologiens de la cour de Charlemagne comme une véritable chute dans l'idolâtrie. La position exprimée par les Libri Carolini n'est pas iconoclaste à proprement parler, mais elle se rapporte essentiellement
aux prescriptions de Grégoire le Grand. Les images peuvent servir en tant qu'ornement dans les églises et avoir une fonction mnémonique quand elles évoquent les histoires sacrées. En elle-même, l'image est un pur moyen. Sa valeur dépend uniquement de sa beauté et non pas de ce qu'elle représente. Mais par rapport à Grégoire, Théodulphe réduit considérablement la valeur de l'image. Aucune image, à son avis, ne sera en mesure d'exprimer par elle-même ce que peut exprimer l'écriture, c'est-à-dire les mystères de la foi. Je cite un passage du 3e livre des Libri Carolini. Les peintres, affirme Théodulphe, peuvent fixer de quelque façon dans la mémoire le récit des événements, mais ce qui n'est perçu que par les sens et exprimé par les mots ne peut pas être compris et communiqué aux autres par les peintres, mais seulement par les écrivains. Fin de la citation. Mieux encore, très souvent, ce n'est que l'écriture qui permet de comprendre la signification d'une image, qui resterait autrement indéterminée. Et il cite l'exemple des images c'est un exemple très célèbre. Il cite l'exemple des images de 2 jolies femmes, tout à fait semblables entre elles. L'une doit être vénérée car c'est Marie, l'autre ignorée car c'est Vénus. Mais comment peut-on savoir qui est l'une et qui est l'autre, si ce n'est grâce aux tituli, aux inscriptions qu'elles portent? Elles sont semblables quant à la figure, écrit Théodulphe, semblables quant aux couleurs, semblables quant aux matériaux dont elles sont faites. Elles ne diffèrent que par l'inscription, superscriptione en latin. Et si les images sont peu utiles quand elles représentent des réalités divines, elles deviennent tout à fait nuisibles quand elles figurent des choses fausses ou inexistantes, qui risquent de distraire ou de séduire les fidèles par leur charme esthétique. Et ce sont bien des zoomorphismes, des images de monstres et d'animaux fantastiques qu'il allègue comme exemple à ce propos. C'est le passage auquel je faisais allusion tout à l'heure. Ces choses ou d'autres pareilles qu'il serait ennuyeux pour nous de rapporter, des choses agréables à chanter ou profondes à traiter par les poètes et les philosophes païens, et qui sont habituellement représentées par les peintres, sont tout à fait étrangères aux Saintes Écritures. En effet, sans parler du reste, si un peintre se met à peindre 2 têtes sur un seul corps, ou une seule tête sur 2 corps, ou la tête d'un animal et les autres membres d'un autre, comme l'hypocentaure, avec tout le corps de cheval et la tête humaine, ou le minotaure, mi-bœuf et mi-homme, ne dirons-nous pas qu'il va contre les Écritures, car l'Écriture sacrée ne mentionne absolument rien de vicieux, rien d'incohérent, rien de faux, sauf peut-être les actions des mauvais. Dans les peintures, au contraire, on voit beaucoup de choses fausses, vicieuses, illogiques, incohérentes. Bref, pour ne pas entrer dans les détails, les peintres instruits peignent presque tout ce qui est possible et tout ce qui est impossible. Fin de la citation. Ma deuxième citation est tirée d'un ouvrage composé environ 70 ans après, ou même pas, à la cour de l'empereur Charles le Chauve,
donc dans la même mouvance carolingienne. C'est un passage, cet ouvrage sont les Expositionem in hierarchiam celestem, les expositions sur la hiérarchie céleste du grand théologien irlandais Jean Scott Eriugène, un commentaire approfondi de la hiérarchie céleste du pseudo-Denis l'Aréopagite. Développant les idées du mystérieux théologien, car il s'agit d'une fausse attribution à Denis l'Aréopagite, développant donc ces idées, Jean Scott indique dans la tératologie, dans les symboles tératologiques de la Bible, les images qui expriment mieux, en vertu de leur dissemblance, ce qu'elles signifient, c'est-à-dire Dieu et les êtres célestes, les anges. Les images qui expriment mieux la transcendance du Créateur. Elles s'accordent ainsi à la forme la plus élevée de théologie, celle apophatique ou négative. La théologie qui affirme de Dieu non pas ce qu'il est, mais ce qu'il n'est pas. Donc, qui parle de lui par des négations et pas par des affirmations. Et ce sont justement les tératologies et les zoomorphismes que Jean Scott privilégie parmi les images dissemblantes. Si in divinis, la négation est vraie, tandis que l'affirmation n'est que métaphorique, écrit-il, et je le cite, il n'est pas étonnant que les images tout à fait dissemblables des formes naturelles et simples, les images mélangées, confuses et déformes, soient plus appropriées pour signifier les réalités divines et ineffables que celles qui sont absolues et simples, exemptes de toute confusion des formes naturelles. Fin de la citation. La méditation des mystères les plus profonds se servira donc de, je cite les expressions de Jean Scott, de monstrosa figmenta, de incongrue et tenebrose dissimilitudines, de deformes imaginationum mixture. Ces mélanges monstrueux de formes, croisements de différents animaux, d'hommes et d'animaux, et ainsi de suite, dévoilent en effet la nature illusoire et inconsistante de ce qui apparaît normalement comme une réalité solide, pleine, et nous obligent à chercher au-delà des réalités physiques, pratiquant une ouverture vers la surnature. La deformitas, la déformité, est une sorte de vestibule du monde divin, où toutes les formes s'annulent. C'est une sorte de premier pas vers l'annulation des formes, ce mélange monstrueux. Il ne faut pas s'attarder avec complaisance sur ces descriptions fantastiques, dit-il. Au contraire, il faut les entendre comme des signes ou des symboles de l'apophase, de la négation, de tout attribut dans la définition de Dieu. Il s'agit en effet, explique encore Jean Scott, des symboles dissemblables des visions prophétiques, formées dans l'esprit de ces prophètes par influence angélique pour notre instruction et initiation aux connaissances très pures des essences célestes, en elles-mêmes, une fois écartée toute imagination fantastique. Si quelqu'un réfléchit
imprudemment sur ces fictions prophétiques, au point d'en faire le dernier terme de sa réflexion, et s'il ne monte au-dessus d'elle vers la contemplation des réalités intelligibles dont elles sont les images, non seulement son âme ne se purifie pas et ne s'exerce pas, mais au contraire, elle se souille de façon obscène et succombe à sa sottise. Fin de la citation. Je soumets donc à votre réflexion dans cette sorte de long exergue ces deux positions, au moins apparemment opposées, à propos des zoomorphismes et des tératologies qui ont été exprimés par deux auteurs qui travaillaient dans le même milieu culturel à peu de distance de temps l'un de l'autre. L'un pour Charlemagne, l'autre pour Charles le Chauve. Dans le domaine de la zoologie chrétienne, en effet, l'époque carolingienne marque un tournant très important. C'est à cette période, en effet, que remontent les premiers manuscrits enluminés des versions latines du physiologue, du physiologus, le bestiaire grec du IIe siècle, qui constitue l'archétype de toute la tradition des bestiaires chrétiens. Dans cet archétype, ainsi que dans les plus anciennes versions latines de ce texte, rares sont les véritables descriptions physiques des animaux traités. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une courte narration présentant une caractéristique significative ou nature, physis en grec, natura en latin, de l'animal en question. Un peu comme dans le cas que vient de citer Carlo Ossola. Généralement, il s'agit d'un comportement d'un comportement d'un animal dont la deuxième partie de chaque chapitre explique le sens, la signification allégorique dans une perspective religieuse, dogmatique ou morale. On lit par exemple à propos de l'unicorne. Je cite le physiologue grec, donc le texte le plus ancien. Mais dans les versions latines, on trouve à peu près la même chose. C'est un petit animal qui ressemble au chevreau et qui est tout à fait paisible et doux. Il porte une corne unique au milieu du front. Les chasseurs ne peuvent donc l'approcher à cause de sa force. Comment donc est-il capturé? Ils envoient vers lui une vierge immaculée et l'animal vient se lever dans le giron de la Vierge. Elle allaite l'animal et l'emporte dans le palais du roi. C'est un modèle de description tout à fait différent de celui des zoologues antiques, d'Aristote par exemple, qui décrit minutieusement dans son histoire des animaux l'aspect physique, l'habitat, la nourriture, l'intelligence et les mœurs de chaque animal. Il s'agit plutôt, dans le physiologue, d'une sorte de hiéroglyphe ou d'emblème mystérieux qui laisse déjà entrevoir par lui-même, de quelque façon, sa signification symbolique. La Vierge, dans le cas de l'unicorne, la Vierge envoyée pour capturer l'unicorne figure la Vierge Marie, qui accueillit dans son ventre le Sauveur. Le père du lionceau mort-né, dans un autre chapitre, qui le ressuscite après 3 jours, représente Dieu le Père qui ressuscita le Christ après 3 jours. Le phénix qui renaît de sa cendre après 3 jours, lui aussi, symbolise de même
la résurrection de Jésus. Souvent, ces détails qui relient la nature et l'allégorie sont des rajouts ou des innovations du compilateur, du physiologue, par rapport aux données zoologiques ou légendaires traditionnelles. Les illustrations qui accompagnent le texte dans certains manuscrits et qui ont été étudiées notamment dans une série de travaux classiques par Ksenia Muratova, soulignent ces caractéristiques. Dans les premiers physiologues latins, dans les premières versions latines du physiologue, qui reproduisent sans doute, selon Ksenia Muratova, une iconographie plus ancienne remontant à des modèles grecs, on trouve par exemple, à côté de schémas iconographiques dérivés des illustrations qui devaient accompagner les livres antiques de zoologie, un autre type d'illustration. Remontant également aux modèles antiques, des dessins sans encadrement. Là, il y a un cas d'une enluminure encadrée. C'est la version, le manuscrit de Berne du Physiologus latin, mais celui que je voulais vous montrer est le deuxième. Ce sont des dessins sans encadrement, librement disposés à l'intérieur ou dans les marges du texte, représentant d'une manière détaillée de véritables séquences narratives, c'est-à-dire les légendes racontées dans le bestiaire, accompagnées par des figures illustrant aussi le sens allégorique de chaque animal. Un exemple frappant est celui que je vous montre. C'est le dessin de la capture de l'unicorne dans un manuscrit de la Bibliothèque royale de Bruxelles, contenant une autre version du physiologue latin. La scène est représentée dans deux bandes superposées, on dirait des bandes dessinées avant la lettre, où figure, je ne sais pas si... Oui, où figure aussi, en bas à gauche, l'image du Christ, dont l'unicorne est le symbole, comme on l'a vu. Ce type d'illustration persistera dans les bestiaires successifs, mais avec des transformations artistiques qui en feront très souvent quelque chose de profondément nouveau du point de vue artistique, esthétique. On peut voir par exemple l'image, l'enluminure de l'aigle dans le magnifique bestiaire d'Oxford, manuscrit Ashmole, 1511, un chef-d'œuvre de l'art anglais à l'époque de la transition du roman au gothique, 1180-1220 à peu près. Là aussi, on a deux scènes superposées qui racontent de manière visuelle les caractéristiques, la nature de l'aigle, mais vous voyez les couleurs très vives, les formes dynamiques, le fond doré qu'on ne voit pas tellement dans cette reproduction, c'est plutôt du vert, mais le fond est un magnifique fond doré. Mais je reviens un peu par la suite sur ce bestiaire d'Oxford. Mais c'est justement à l'époque carolingienne que l'on observe, à la fois dans les textes et dans les illustrations, les premiers indices d'un changement
qui conduira au passage du physiologue au bestiaire proprement dit, comme le bestiaire d'Oxford. C'est l'inclusion progressive de nouvelles descriptions zoologiques dans le texte traditionnel. D'abord, une seulement, dans la version dite C du physiologue latin. Ensuite, le cheval, où il y a, par rapport au chapitre traditionnel, on ajoute un chapitre sur un animal très commun, le cheval. Ensuite, des extraits des étymologies d'Isidore dans la plupart des chapitres. C'est la caractéristique de la version dite B-is du physiologue latin. B, c'est la version du physiologue latin où ont été ajoutés des extraits d'Isidore, des étymologies d'Isidore. C'est pourquoi on l'appelle B-is. Pour aboutir à une inclusion massive de nouveaux animaux isidoriens, c'est-à-dire tirés toujours des étymologies d'Isidore, dans le bestiaire dit de la deuxième famille, et nous sommes déjà au XIIe siècle, parmi lesquels justement le bestiaire d'Oxford ou celui d'Aberdeen, qui est son frère. C'est un bestiaire très semblable à celui-là, même pour les illustrations, et que vous pouvez trouver, voir en ligne. Il y a une reproduction complète du bestiaire d'Aberdeen. Comme dans les étymologies d'Isidore, les descriptions des animaux ne sont pas suivies d'interprétations allégoriques. Dans ces derniers textes, de nombreuses descriptions zoologiques non allégorisées figurent à côté des chapitres traditionnels contenant la nature et l'interprétation. C'est le début de la transformation du bestiaire symbolique en véritable traité de zoologie au sens moderne du terme. Or, comme l'a montré Ksenia Muratova toujours, cette évolution comporte aussi la tendance au niveau des illustrations à figurer non pas une scène symbolique, mais le simple animal, souvent de manière très colorée et réaliste. Ces images, ces illustrations, dérivent-elles elles aussi d'illustrations des étymologies d'Isidore? On ne peut pas le prouver, car nous ne connaissons pas de manuscrits enluminés des étymologies. Il n'y en a pas. Mais les descriptions d'Isidore ont été reprises par Rabbin Moore dans le 8e livre intitulé De Bestis, sur les bêtes, de son encyclopédie De Universo, sur l'univers, dont au contraire nous possédons des manuscrits illustrés. Dans le magnifique manuscrit 132 de la bibliothèque de Monte Cassino, dont je vous montre une page, je n'ai pas trouvé une reproduction meilleure, mais ça donne l'idée. Les monstres, les animaux domestiques et sauvages sont peints par groupe au début de chaque section, tandis que les serpents, les oiseaux, les poissons et les autres animaux sont illustrés séparément par de petites enluminures. Dans les scènes collectives, les animaux, comme dans celle-là, qui représente des animaux terrestres, les images des animaux sont brillantes et absolument fantastiques, écrit Ksenia Muratova, n'ayant rien de commun avec l'illusion de la réalité. Comme on le voit, on voit par exemple un éléphant bleu
d'autres animaux qui ont des couleurs tout à fait fantastiques. Dans les miniatures séparées, au contraire, les couleurs, je n'ai pas une reproduction, un exemple à vous montrer, mais les couleurs sont beaucoup plus pauvres et moins éclatantes et sont utilisées d'une manière tout à fait naturaliste. Donc on a deux composantes différentes, des animaux qui sont pourtant souvent des animaux réels, mais qui sont représentés de manière tout à fait fantastique, et d'autres animaux réels aussi, qui sont représentés d'une manière plus réaliste, comme dans un traité moderne de zoologie. Par rapport à la zoologie symbolique traditionnelle, on assiste donc à un double glissement d'une part, vers l'imaginaire ou le fantastique, et d'autre part, vers le réalisme. Pour revenir un moment au texte, il ne faut pas oublier que c'est à peu près à la même époque qu'a été composé le Liber Monstrorum, le livre des monstres, probablement au 7e siècle. Dont ce livre, dont le 2e et 3e livre, sont consacrés aux animaux. Le premier contenant aussi la description d'êtres, le premier qui est consacré aux monstres proprement dit, contient pourtant des êtres qui sont décrits aussi dans les bestiaires. Par exemple, l'hypocentaure, etc. La sirène. C'est un ouvrage innovateur dans le cadre de la zoologie médiévale, dans le même sens des manuscrits carolingiens du physiologue. La description des monstres et des animaux, en effet, n'y est pas finalisée à l'exposition de leur signification allégorique, mais au simple plaisir du merveilleux et de l'étrange, très souvent exotique. Dans son prologue, l'auteur, qui est sans doute le célèbre écrivain britannique Aldhelm de Malmesbury, donc un écrivain insulaire comme Jean Scott Erigen, explique, je le cite, « Je compare cet ouvrage à une mer ténébreuse. En effet, je ne vois aucune route qui me mène à un port pour prouver si les nouvelles diffusées partout avec des discours dorés, par des bruits extraordinaires, sont vraies ou fausses. On croit vrai seule une partie de ces merveilles. Innombrables sont au contraire celles dont on pourrait prouver la fausseté, précisément celles qui sont mises en circulation par des récits éclatants. Si l'on pouvait seulement obtenir des ailes pour voler à les explorer. » Fin de la citation. Les bestiaires dits de transition et ceux de la deuxième famille que j'ai déjà mentionnée, bestiaires d'Oxford, d'Aberdeen, achèvent, je viens de le dire, cette transformation du physiologue originaire. Sans abandonner les contenus religieux et moraux qui sont au contraire développés jusqu'à devenir parfois de véritables sermons, les courtes interprétations du physiologue grec et latin deviennent de longs sermons très longs qui perdent parfois de vue la nature, la description de l'animal. Ces ouvrages, dont la structure, l'organisation, c'est-à-dire l'ordre des animaux,
reproduit désormais la classification des animaux d'Isidore, intègre des extraits du même Isidore, d'Honorius Augustodunensis sur l'univers et sur les parties du monde, des fragments de la cosmographie de Bernard Sylvestre et de nombreuses descriptions zoologiques nouvelles tirées des sources naturalistes et littéraires les plus disparates. Par exemple, l'Hexaéméron de Basile que vient de citer Carlo Ossola ou de Saint-Ambroise, Pline, Solin et d'autres. L'aspect le plus original et significatif de ces innovations est constitué par une sorte de court prologue dans lequel est résumé le récit de la création de l'univers et des animaux, notamment des animaux, par le Seigneur et de leur nomination par Adam. Le bestiaire s'inscrit de cette manière dans un grandiose cadre biblique qui le fonde et le légitime. Le simple allégorisme du modèle grec s'ouvre à une vision plus large et plus directe de l'univers et des phénomènes de la nature, dans une sorte de grand cantique au Seigneur. Et je cite encore Ksenia Muratova, les bestiaires des XIIe et XIIIe siècles constituent, en plus d'un manuel d'études, une encyclopédie du monde animal, un recueil d'exemples moralisants utilisés dans les sermons, un répertoire d'interprétations allégoriques permettant de découvrir le symbolisme caché de la nature. Ils servent ainsi, conclut Ksenia Muratova, de panégyrique à la gloire du Créateur. Et cette tendance s'accentue ultérieurement dans les bestiaires les plus tardifs qui deviennent de véritables encyclopédies de la nature, de plus en plus complètes, de plus en plus vastes et réalistes aussi. Les illustrations de ces textes donnent de l'éclat et des significations plus profondes à ces transformations textuelles. Les bestiaires d'Oxford et d'Aberdeen s'ouvrent par une séquence de miniatures qui représentent la création des différentes espèces d'animaux et se terminent par celle d'Adam qui donne leur nom à tous les animaux. Et là, vous avez dans le bestiaire d'Oxford la création des oiseaux. Ça, c'est l'enluminure qui représente la création des oiseaux. Là, c'est la création des animaux terrestres. Et là, vous avez la nomination des animaux par Adam. Comme vous le voyez, surtout dans cette scène de la nomination des animaux qui est particulièrement importante, ces scènes offrent une sorte de vision générale du bestiaire. Là, vous avez un bestiaire en raccourci, disons, une synthèse de tout le bestiaire. Ou plutôt celle, comme il s'agit des scènes de la création des animaux et de la nomination des animaux par Adam, d'un bestiaire idéal, de l'archétype paradisiaque du bestiaire, de tous les animaux tels qu'ils étaient sortis des mains de Dieu, dans leur perfection physique et symbolique. Or, cette complémentarité et inséparabilité du texte et de l'image s'étend à ces bestiaires tout entiers, dont les descriptions zoologiques sont systématiquement et richement illustrées
par des enluminures dont j'ai donné tout à l'heure un exemple en vous montrant celle de l'aigle. Mais déjà, les premiers bestiaires vulgaires avaient les mêmes caractéristiques. Nous les lisons aujourd'hui dans des éditions qui ne contiennent que le texte. C'est inévitable. Il y a peut-être dans des éditions des exemples de miniatures, mais pas le texte tout entier accompagné des illustrations, comme c'était le cas dans les manuscrits du Moyen Âge. Et donc, une lecture adéquate des bestiaires du Moyen Âge demanderait la présence des illustrations à côté du texte écrit. Un cas exemplaire est constitué par le plus ancien bestiaire roman en langue romane, le bestiaire rimé en langue d'Oïl et plus précisément en anglo-normand de l'écrivain normand Philippe de Taon, bestiaire composé entre 1121 et 1135. Je ne sais pas si... Voilà, j'ai des exemples. Dans le projet de l'auteur, témoigné de façon plus ou moins complète par les 3 manuscrits qui nous conservent l'ouvrage, les différentes parties du texte ou des chapitres étaient indiquées par des rubriques en latin résumant leur contenu, des sortes de longs titres, et faisant souvent allusion aussi à des illustrations qui devaient trouver leur place à ces endroits. Le manuscrit 3466 de la Bibliothèque royale de Bruxelles, malheureusement incomplet, réalise avec finesse ce projet, comme vous le voyez. Quant au seul manuscrit complet qui nous est parvenu, qui contient l'ouvrage tout entier, et sur lequel se basent donc les éditions critiques modernes, c'est un manuscrit de la British Library de Londres. Il n'est pas illustré, mais il présente de nombreux espaces blancs, vous en voyez un exemple, aux endroits où l'on devait peindre les miniatures, où l'auteur avait prévu que les miniatures avaient leur place. Je ne sais pas si... Dans ces rubriques que vous voyez, vous trouvez un résumé du chapitre, mais également, dans de nombreux cas, comme je viens de le dire, des indications hic pingitur. Ici, on doit peindre le lion, etc. Il est bien évident que dans le cas du bestiaire de Philippe de Taon, les illustrations ne sont pas de simples ornements, mais sont des parties intégrantes de l'ouvrage. Un cas encore plus significatif, là il faudrait que il y a un autre manuscrit que je voulais vous montrer du texte, mais je me contente de vous montrer celui-là. Un cas encore plus significatif est représenté par le célèbre Bestiaire d'amour de Richard de Fournival, composé vers 1250, où le rapport entre le texte et les images est théorisé explicitement dans le prologue de l'ouvrage. Il ne s'agit pas, comme on le sait,
d'un bestiaire religieux, mais d'un bestiaire où la symbolique animale est appliquée aux comportements amoureux. Le sujet de ce texte est le suivant. Un amant malheureux fait recours dans son discours de séduction aux descriptions traditionnelles des animaux transmises dans les bestiaires pour essayer de convaincre sa dame à lui accorder son amour. Dans le prologue, Richard explique donc son propos, ayant déclaré tout d'abord que personne n'a la capacité de tout savoir et que pour conserver les connaissances des anciens qui ne sont plus vivants et ne peuvent donc pas nous transmettre directement leur savoir, Dieu nous a donné la faculté de la mémoire. Il explique que la mémoire est une sorte de bâtiment avec deux portes, la vue et l'ouïe. Et il dit, je cite un passage de ce prologue. Et à chacune de ces deux portes conduit un chemin par où l'on peut avoir accès à elle. Ce sont l'image, peinture en ancien français, et la parole. L'image sert à l'œil et la parole à l'oreille. Et de quelle manière il est possible de parvenir au logis de la mémoire à la fois par l'image et par la parole, cela apparaît clairement dans le fait que la mémoire, qui est la gardienne des trésors que l'esprit humain conquiert par la perfection de son intelligence, rend tout comme présent ce qui appartient au passé. Et l'on parvient au même résultat par l'image et par la parole. Car lorsque l'on voit représenter en peinture une histoire, par exemple celle de Troie ou tout autre, on assiste aux exploits des vaillants chevaliers qui vécurent en ces temps anciens, tout comme s'ils étaient vivants sous nos yeux. Et il en va exactement de même de la parole, car lorsqu'on entend lire un roman, on saisit les exploits des valeureux combattants comme s'ils se déroulaient devant nous. Et puisque l'on rend présent ce qui est passé à l'aide de ces deux instruments, de l'image et de la parole, il est donc bien évident que par ces deux voies, on peut parvenir à la mémoire. Le rapport du texte et de l'image avec la notion de mémoire représente un point crucial dans la réflexion des pères de l'Église et des auteurs chrétiens du Moyen Âge. Apparemment, la position de Richard rejoint celle d'Augustin, qui compare dans les Confessions la mémoire à un magasin ou à un palais où sont conservées les perceptions du passé dont les images seules, écrit Augustin, sont déposées comme dans des cellules admirables. Et dans une certaine mesure, elle semble rejoindre aussi celle des Libri Carolini que j'ai cités au début, selon lesquels il est permis, je les cite encore, d'avoir des images pour la mémoire des événements passés et afin que quelqu'un n'oublie pas Dieu et ses saints et puisse ainsi se souvenir des événements passés sans pourtant les adorer, sans pourtant adorer les images. Mais les Libri Carolini rejettent toute équivalence entre l'écriture et l'image. Seule l'écriture, on l'a vu, et notamment l'écriture sacrée, peut exprimer et transmettre la vérité. Et il y a donc supériorité absolue de l'écriture par rapport à la peinture, selon les Libri Carolini. En réalité, la position de Richard
se rapproche davantage à celle de Grégoire le Grand, c'est-à-dire, pour résumer sa position très, très connue, la peinture peut remplacer l'écriture pour les illettrés, pour ceux qui ne savent pas lire. Et surtout, la position de Richard se rapproche de celle du grand défenseur des images sacrées, le père grec Jean Damascène. Commentant une homélie de saint Basile, le Damascène remarque, je le cite, que le souvenir ait lieu à travers la parole et les images, c'est ce que le même divin Basile, c'est ce que dit le même divin Basile. Et il ajoute, il est clair que nous voyons toujours à travers une parole et à travers une image. Un peu plus loin, il écrit encore qu'il connaissait la peinture unie à la parole, c'est lui-même qui le dit. C'est toujours Basile. Écoute-le. Deuxièmement, donc, dit Basile, ayant mené les saints parmi nous grâce à la mémoire, faisons maintenant profiter tous les présents des bénéfices qui viennent d'eux et illustrons à tout le monde leurs exploits comme dans une peinture. Commentaire de Jean Damascène. Tu vois donc que l'opération de l'image et de la parole est unique. Il dit, Basile, en effet, illustrons par la parole comme dans une peinture. Dans la préface à ma traduction italienne du Bestiaire d'amour, qui est sortie en 1987, j'indiquais aussi la possibilité d'un rapport entre cette conception de Richard et la mnémotechnique ancienne et médiévale. Cette idée a été reprise ensuite et développée par Beryl Rowland et Willem Gerritsen en 2 travaux plus récents. Dans la suite de son prologue, Richard adresse en effet ce propos à sa dame. Je le cite encore. « Quant à moi, de la mémoire de qui vous ne pouvez disparaître, très cher aimé, sans que demeure perpétuellement visible la trace de l'amour que je vous ai voué, je voudrais demeurer sans cesse dans votre mémoire, si pareille chose était possible. Et c'est pourquoi je vous envoie ces 2 choses réunies en une seule, car je vous mande dans cet écrit à la fois image et parole, afin que lorsque je ne serai pas présent devant vous, cet écrit, à la fois par l'image et par la parole, me restitue à votre mémoire, comme si j'étais présent. Et surtout, conclut-il, cet écrit traite d'une matière telle qu'elle exige une illustration, car il concerne la nature de bêtes et d'oiseaux qu'il est plus facile de connaître par la peinture que par une description. Fin de la citation de Richard de Fournival. La mnémotechnique latine, telle l'art de la mémoire latin, tel qu'il est décrit dans la rhétorique à Irénius, comportait en effet l'association des images de ceux que nous voulons garder dans la mémoire à une série de loci, des lieux, bien définis et ordonnés. Par exemple, les différentes parties d'une maison ou les différents objets d'une maison. Or, ces images, pour mieux rester gravées dans la mémoire,
ne doivent pas être floues ou communes, ou trop communes, mais le plus possible impressionnantes, insolites. C'est ce que la rhétorique à Irenaeus appelle les imagines agentes, c'est-à-dire les images efficaces, on pourrait le traduire. On lit à ce propos dans le traité, dans la rhétorique à Irenaeus, les images devront donc être choisies dans le genre qui peut rester le plus longtemps gravé dans la mémoire. Ce sera le cas si nous établissons des similitudes aussi frappantes que possible, si nous prenons des images qui ne soient ni nombreuses ni floues, mais qui aient une valeur, si nous leur attribuons une beauté exceptionnelle ou une insigne laideur. Fin de la citation de la rhétorique à Irenaeus. C'est bien ce que réalise Richard dans son bestiaire d'amour pour convaincre sa dame à l'aimer, à le garder dans sa mémoire. Il associe systématiquement les préceptes de son art d'amour à des images et à des comportements d'animaux qui sont frappants par leur beauté ou par leur laideur, justement, qui sont en tout cas merveilleuses, ces images ou ces comportements, et donc propres à rester fixés dans la mémoire. La présence des miniatures concourt efficacement à la réalisation de ce projet littéraire. Vous le voyez, le bestiaire, je vous montre une série d'images, quelques pages de ce bestiaire, le bestiaire tout entier devient en quelque sorte un ensemble de loci, de lieux, associés à des images efficaces, à des imagines agentes, celles des différents animaux, qui sont des images insolites, dynamiques, très colorées, comme vous le voyez. Mais, dans le cas du bestiaire d'amour, le but de cette construction n'est pas celui de rappeler dans leur ordre les points successifs d'une oration, comme c'était le cas dans la mnémotechnique ancienne, ni celui de synthétiser des enseignements dogmatiques ou moraux, comme c'est le cas dans l'application médiévale de cette technique. L'emploi qu'en fait Richard est frivole et parodique, comme le révèle très nettement le renversement auto-ironique de son raisonnement, qu'il opère lui-même plus loin, là où il déclare que la dame l'avait capturé, l'avait séduit par la vue et par l'ouïe. C'est ainsi, écrit-il, que je fus pris par l'ouïe et par la vue. Ce ne fut donc pas étonnant si je perdis mon intelligence et ma mémoire, car l'ouïe et la vue sont les deux portes de la mémoire, comme je l'ai dit plus haut. Donc c'est lui-même qui rappelle ce qu'il avait dit. Donc les deux sens par lesquels l'amant voudrait rester dans la mémoire de sa dame, grâce à la parole et à la peinture, sont ceux mêmes à cause desquels il a lui-même perdu sa mémoire et son intelligence. Ouais, on peut... Wilhelm Gerritsen, que j'ai cité tout à l'heure, qui a développé cette idée du bestiaire d'amour comme une sorte d'application de l'art de la mémoire
ancien et médiéval, a suggéré aussi que le bestiaire de Philippe de Thaon, avec ses peintures qui illustrent les caractéristiques des différents animaux décrits, ait été aussi conçu pour des fins didactiques en utilisant le modèle traditionnel de la mnémotechnique. Et l'on pourrait peut-être dire la même chose de tous les bestiaires religieux des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, avec leur description de plus en plus merveilleuse et fantastique, et avec leurs enluminures aux dessins nerveux et dynamiques et aux couleurs éclatantes. L'exemple le plus insigne est sans doute le bestiaire d'Oxford, auquel j'ai fait plusieurs fois allusion. Mais dans ce bestiaire, comme dans d'autres semblables, les intentions didactiques se dissipent en quelque manière dans la grande vision de l'univers et des animaux, une vision qui est suspendue entre la réalité et le rêve, qu'il propose à partir des scènes initiales de la création et de l'imposition des noms par Adam. Au début, j'ai cité un chapitre du physiologue grec, très court, avec la description d'un comportement, d'une nature, d'une physis. Je voudrais vous lire maintenant au moins une partie du chapitre que le bestiaire d'Oxford consacre à l'éléphant, qui est aussi un animal présent dans le physiologue grec, mais dans un chapitre beaucoup plus court. L'éléphant, on lit dans le bestiaire d'Oxford, il est une bête appelée éléphant, éléphas. C'est une bête qu'aucun désir charnel n'habite. Les Grecs pensent que le mot éléphant vient de la grandeur et de la forme du corps de la bête, qui ressemble à une montagne. Montagne, en grec, se dit éliphio. En revanche, chez les Indiens, on l'appelle barrus, en raison de sa voix. Ainsi, son cri est un barrissement. Son bec est appelé trompe, et à l'aide de cette trompe, il saisit sa nourriture qu'il porte à sa bouche. Cette trompe, qui ressemble à un serpent, est défendue par un rempart d'ivoire. On ne peut trouver de bête plus grande. Aussi, les Indiens et les Persans chargent sur son dos des tours faites de bois, et de là, comme du haut d'une fortification, décochent des traits à leurs ennemis lors des combats. L'éléphant possède une grande intelligence et une excellente mémoire. Ces bêtes se déplacent en troupeau, fuient devant le rat et s'accouplent croupe à croupe. La femelle porte ses petits 2 ans et les met bas une seule fois. Sa portée se compose d'un seul petit. Et je suis à moitié à peu près du chapitre sur l'éléphant. Je m'arrête là parce que ça donne une idée assez claire des caractéristiques de ce bestiaire, des descriptions des animaux contenus dans ce bestiaire. Et nous n'en sommes pas encore arrivés là, au passage où l'auteur reprend la description du physiologue grec. Donc, vers la fin, il cite, parmi toutes les autres informations qu'il rapporte, aussi la description que donne de l'éléphant le physiologue grec. Et de même, j'ai oublié d'insérer j'avais aussi, je voulais vous montrer l'enluminure de l'éléphant dans le bestiaire d'Oxford. Et cette enluminure
ne représente forcément que l'une des caractéristiques qui sont décrites dans ce chapitre, c'est-à-dire l'habitude des Indiens de mettre sur le dos de l'éléphant une sorte de fortification d'où ils tirent des traits contre les ennemis. Il en va tout autrement dans un autre bestiaire religieux, par lequel je voudrais conclure mon exposé, mais je m'arrêterai assez sur ce texte très important. Il s'agit du De Avibus ou Aviarium, c'est-à-dire sur les oiseaux, de Hugues de Fouillois, un moine picard dont les œuvres étaient souvent attribuées pendant le Moyen-Âge, dans les manuscrits du Moyen-Âge, au plus célèbre Hugues de Saint-Victor, et qui est à peu près son contemporain, il a vécu un peu plus tard de Hugues de Saint-Victor. L'intérêt de son traité allégorique sur les oiseaux tient à la fois à l'étroite intégration qu'on y observe entre le texte et les images, comme dans tous les autres, ou à peu près, qui l'illustre selon un programme conçu par l'auteur lui-même, et à la présence dans les deux prologues qui se trouvent au début du texte, d'une réflexion théorique sur le rapport entre la peinture et l'écriture qui s'y instaure dans ce texte. Dans le premier prologue, s'adressant au convers Régnier qui lui avait demandé l'ouvrage, il écrit « Désireux de satisfaire ton souhait, très cher ami, j'ai décidé de peindre la colombe dont les ailes sont argentées et le bas du dos couleur d'or pâle. » C'est une citation des psaumes 67, 14. Et par une image, d'édifier l'esprit des simples, afin que ceux que leur intellect ne peut que difficilement assimiler avec le regard de l'esprit, ils le puissent au moins discerner avec les yeux du corps, et que ceux que l'ouïe aurait du mal à percevoir, la vue le puisse. Je veux non seulement peindre la forme de la colombe, mais aussi la décrire par des mots, afin que la peinture soit démontrée par le texte. Ainsi, ceux qui ne seraient pas satisfaits par la simplicité de la peinture le seront au moins par l'enseignement moral du texte. Dans le deuxième prologue, il résume en quelques mots cette idée. Il dit « L'écriture indique aux personnes cultivées ce que la peinture enseigne aux simples. En effet, de même que le savant aime la subtilité de l'écriture, de même, l'âme des simples est attirée par la simplicité de la peinture. » Donc il résume cette idée en quelques mots. Apparemment, la position d'Hugues de Fouillois correspond à la théorie classique de Grégoire le Grand, que j'ai déjà rapporté tout à l'heure. Mais si on analyse attentivement le texte de l'Aviarium avec ses illustrations, les choses se révèlent très différentes. Dans une étude sur le manuscrit de Cambrai, l'un des de nombreux manuscrits qui nous ont conservé cet ouvrage, un manuscrit conservé à la bibliothèque de Cambrai de l'Aviarium, Rémi Cordonnier a montré récemment que le principe d'interaction et même d'interpénétration
entre le texte et les images qui l'illustrent y est systématique et pourrait-on dire structurale dès le prologue même. La transition entre... Ah, je ne l'ai pas. Ah non, je ne l'ai pas. Je pensais avoir une illustration qui, en tout cas, je la décris. Donc, c'est ce que dit Rémi Cordonnier. La transition entre la dédicace et le prologue est en effet illustrée par ce qui s'apparente à une porte. Il y a une porte peinte tout autour du texte, entre la dédicace et le prologue. Une porte qui est surmontée par les deux premiers oiseaux traités, la colombe et l'autour accipiter, symboles respectivement du clerc et du chevalier qui se consacrent à la vie régulière. Le clerc est Hugues lui-même, le chevalier est ce régnier auquel est dédié l'ouvrage. Mais ce qui est plus intéressant dans ce manuscrit, comme dans la plupart des manuscrits de cet ouvrage, c'est la présence d'un certain nombre de diagrammes illustrés, dont l'iconographie est subtilement mise en rapport avec le texte de manière à créer des correspondances entre les éléments de la composition et le paragraphe du chapitre auquel elle se rapporte. C'est ce que dit Cordonnier. Le diagramme de celui que je viens de citer pourrait très bien servir d'exemple pour illustrer ce procédé, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Voilà, donc un cas semblable est représenté par voilà, le diagramme de la tourterelle qui est en plus associé au palmier, dont la description et l'allégorie précèdent dans le texte celle de la tourterelle. Vous le voyez dans la page à gauche. Donc vous voyez la tourterelle se trouve dans un médaillon, dans un cercle au centre d'une croix dont les bras atteignent un cadre qui encadre toute la partie du texte qui est consacrée à la tourterelle. Le palmier se trouve au-dessus de ce cadre, donc il est mis en rapport même dans l'illustration avec la tourterelle, comme c'est le cas dans le texte. Je ne peux pas vous lire le texte, vous entrer dans les détails, mais en tout cas, on voit très bien dans cette mise en page que l'auteur a, en quelque mesure, interpénétré vraiment l'image et le texte.
l'autre exemple est celui du cèdre et des passereaux, dans la page à droite. Et là aussi, vous voyez la figure du cèdre, de l'arbre, où se trouvent les passereaux. Cet arbre qui se trouve en partie à l'intérieur, pour la moitié à l'intérieur là aussi d'un cadre, qui encadre une partie du texte qui traite de ce sujet. Mais le diagramme le plus complexe et le plus important est celui de la colombe, le premier des oiseaux qui sont traités dans le texte. Et c'est le premier aussi des diagrammes qui figurent dans tous les manuscrits illustrés de l'Aviarium. Cordonnier en fournit une description sommaire dans son article, mais cette illustration a déjà fait l'objet d'analyses minutieuses en 1976 par Friedrich Ohly et en 1987 par moi-même. Cordonnier semble ignorer ces deux travaux qu'il ne cite pas, mais il ne s'occupe pas spécialement de cette image. Alors, je me borne ici à évoquer les données qui concernent le plus directement notre propos et qui peuvent nous amener à des conclusions générales sur le statut de l'image et de la vision dans la représentation des animaux au Moyen Âge. La section de l'Aviarium consacrée à la colombe comprend les 11 premiers chapitres du texte. Donc, il y a déjà là quelque chose de différent par rapport au bestiaire traditionnel qui consacre d'habitude un chapitre à chaque animal. Le développement de Hugues de Fuyot est un développement original qui correspond seulement en partie au modèle traditionnel du physiologue. Dans le premier chapitre, Hugues distingue 3 colombes dans l'écriture, celle de Noah, celle de David et celle de Jésus, en citant les passages bibliques relatifs qui concernent ces colombes. Mais dans la suite, il ne sera plus question que de la colombe de David, celle qui est évoquée dans les psaumes et qui est citée aussi, comme on l'a vu, dans le prologue, dans un passage du prologue que je viens de lire. Les ailes de la colombe sont argentées et le bas du dos couleur d'or pâle. Penne columbe deargentate et posteriora eius in pallore auri. Dans les chapitres 2 à 4, les différentes parties anatomiques de la colombe, le bec, les ailes, les yeux, les plumes, etc., sont interprétées allégoriquement selon 3 niveaux de sens. La colombe comme symbole respectivement de l'Église, de l'âme et du prélat. Les chapitres qui suivent, 5 à 10, sont consacrés cette fois à la signification allégorique des couleurs que présentent les différentes parties anatomiques de la colombe. La couleur dorée, argentée, etc.
Dans le chapitre 11, enfin, le dernier de cette section, Hugues décrit 10 caractéristiques de la colombe, plus ou moins abondamment attestées au Moyen Âge. Ce dernier chapitre seulement obéit au modèle traditionnel des bestiaires, c'est-à-dire une courte description de la nature, des caractéristiques de l'animal. Tous les autres, c'est-à-dire la quasi-totalité de cette section, opèrent une sorte d'anatomie de l'oiseau, expliquant minutieusement la signification mystique ou morale de chaque membre et de chaque couleur. Donc là, vous voyez le diagramme de la colombe dans un des manuscrits illustrés qui se trouve à la Bibliothèque nationale. Et c'est peut-être le plus... C'est peut-être le plus raffiné, le plus beau, la plus belle de ces illustrations, le plus beau de ces diagrammes. Le suivant, celui-là, est le diagramme qu'on trouve dans le plus ancien manuscrit de l'Aviarium, qui se trouve à la bibliothèque de Torre do Tombo à Lisbonne, et qui est postérieur de quelques années seulement à la composition de cet ouvrage. Dans le papier, dans la photocopie que vous avez, j'ai reproduit le schéma avec toutes les légendes du diagramme de Lisbonne, du manuscrit de Lisbonne, avec le texte originel, c'est-à-dire en latin. C'est le texte que je vais commenter tout à l'heure, parce que c'est le plus correct. La miniature, par exemple, du manuscrit de Paris est très belle, mais elle présente une erreur, par exemple. On voit très clairement qu'il y a une erreur dans le diagramme. Donc, mais pour vous permettre de suivre un peu mieux la description de ce diagramme, j'ai reproduit le schéma publié par Cordonnier qui correspond au manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris et où les légendes latines sont traduites en français. Mais à peu près, ce sont les mêmes légendes que dans l'autre manuscrit. Alors, dans ce diagramme, les membres et les couleurs, les différents membres et les différentes couleurs de la colombe sont placés, comme vous le voyez, à l'intérieur d'un schéma géométrique, une sorte de mandala, où l'essentiel du texte est résumé dans les légendes qui le couvrent. Il est résumé, évidemment, le diagramme ne contient évidemment pas tout le texte, mais seulement l'essentiel. Dans le cadre du rectangle extérieur est transcrite la citation du psaume qui est à la base de toute l'interprétation, dans le cadre le plus extérieur. Dans les 4 cercles mineurs qui se trouvent aux 4 coins de la figure, des morceaux d'un autre psaume sont reproduits
dans notre psaume où il est aussi question de la colombe en rapport avec la retraite dans la solitude et la contemplation. C'est le psaume 54, versets 7-8. Et ces 4 cercles sont associés aux 4 couleurs principales de la colombe. La couleur dorée, la couleur argentée, vous pouvez le voir dans les inscriptions de ces cercles. Les 2 autres couleurs, il y en a 6 au total, sont placées respectivement dans la partie supérieure et dans la partie inférieure de l'axe vertical. De l'axe vertical, cet axe vertical. Dans le cadre le plus extérieur de la roue, disons, centrale, enfin, est inscrite la seconde moitié du verset 14 du psaume 67, celui qui est transcrit dans le cadre le plus extérieur de la figure, dont le contenu et les significations symboliques sont expliqués dans les cadres intérieurs de cette roue, dans les rayons et dans les secteurs délimités par les rayons. Donc, vous avez 2 cadres encore, des rayons et des secteurs qui sont délimités par les rayons. Dans tous ces endroits, dans tous ces secteurs de la figure, on trouve l'interprétation allégorique que l'auteur donne de cette seconde partie du verset 14 du psaume. Au milieu du diagramme trône la colombe, évidemment, objet de toute cette exégèse. De cette façon, le diagramme condense le texte en l'ordonnant dans une certaine mesure et en indiquant au lecteur un parcours idéal à suivre, un parcours qui conduit progressivement en sens horaire, parce qu'il faut lire les légendes en sens horaire, et en avançant de l'extérieur à l'intérieur, donc dans une sorte de mouvement spiraliforme, jusqu'à la colombe, symbole, comme on l'a dit, de l'Église, de l'âme et du prélat, en particulier du moine. Car, comme on l'a vu, la colombe est aussi le symbole du clerc qui s'est consacré à la vie régulière. C'est donc du moine. Mais cette synthèse structurée ajoute aussi un supplément de signification qui ne se trouvait pas dans le texte écrit et qui est suggéré par la place qu'occupent dans le diagramme les différentes légendes et qui a souvent une valeur symbolique au Moyen Âge. Il s'agit, par exemple, des oppositions haut-bas, le haut se référant évidemment à tout ce qui est spirituel, céleste, divin, etc., à la contemplation, le bas à la terre, à la matérialité. L'opposition droite-gauche aussi, l'opposition entre une figure carrée et une figure circulaire, parce que la figure carrée dans la symbolique médiévale se réfère d'habitude à ce qui est terrestre, matériel, tandis que la figure circulaire se réfère au ciel, au paradis par exemple. Intérieur, extérieur, etc. L'enluminure de la colombe réalise ainsi
une double transformation du texte. D'abord, elle le résume en le réduisant aux légendes qui y sont inscrites. Et cette réduction constitue, dans la théologie chrétienne, un rapprochement vers Dieu, vers l'un. Le pseudo-Denis l'Aréopagite que j'ai déjà cité justifie la brièveté de son traité sur la théologie mystique en affirmant qu'en mesure que l'on se rapproche de celui qui est au-delà de toute essence et de toute connaissance, du suressentiel, le discours devient de plus en plus bref, les mots de plus en plus rares, jusqu'à disparaître dans le silence. Le Christ est d'ailleurs, selon une définition célèbre médiévale, le verbum abbreviatum, le verbe dans lequel sont condensés tous les mots, tout le langage. En même temps, deuxième transformation, l'enluminure de la colombe tente à dissoudre véritablement le texte en images, en le transformant en un diagramme où la complexe allégorie de la colombe devient espace et forme, et où les légendes pourraient même disparaître, comme dans les véritables mandalas orientaux, ou bien dans la structure d'un cloître, par exemple. Dans son dernier ouvrage, d'ailleurs, le De Claustro Anime, le cloître de l'âme, Hugues développe toute une interprétation symbolique du cloître de la béatitude parfaite, dont la structure présente des analogies frappantes avec le schéma de la colomba de argentata, de cette colombe argentée. Si l'on revient alors, pour conclure, aux déclarations qu'Hugues avait faites dans le prologue à propos du rapport entre la scriptura et la pictura, on peut reconnaître dans le diagramme de la colombe une sorte d'expression chiffrée à la fois de son idéal spirituel et de son esthétique. On a vu, en effet, que ce qui caractérise la peinture, la pictura, selon Hugues, c'est la simplicité. Simplicitas picturae. Mais maintenant, nous sommes en mesure, je crois, de comprendre que ce terme a une signification bien plus profonde que celle que lui attribuait à ce propos Grégoire le Grand, c'est-à-dire la simplicité des ignorants, des illettrés. Il évoque en effet ici l'idéal monastique de la sancta simplicitas, qui, comme l'avait expliqué Guillaume de Saint-Thierry dans sa lettre aux frères du Mon-Dieu, est proprement, selon sa définition, la volonté orientée vers Dieu et qui ne cherche que Dieu seul. Or, la caractéristique la plus typique de la colombe, à partir de la parole fameuse du Christ lui-même, est justement la simplicité. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il est curieux que ce passage, c'est Matthieu 10, 16, ne soit jamais cité dans tout le long développement d'Hugues sur la colombe. Dans les 11 chapitres qu'il consacre à la colombe, ce passage n'est jamais cité. En revanche, la légende Simplicitas Columbae, je ne sais pas si on la voit, figure avec évidence dans l'enluminure sous le cercle en haut à gauche. Vous voyez là, Simplicitas Columbae.
Ça ne marche pas? Ah, sur l'écran. Ah, je pense... Vous le voyez là, Simplicitas Columbae. Excusez-moi. Voilà. On pourrait donc supposer que Hugues fasse ici allusion moins à l'interprétation allégorique de la colombe qu'au prologue, où il essaie de justifier théologiquement et esthétiquement le recours à la peinture et aux images. La simplicitas columbae du diagramme rappelle immédiatement la simplicitas picturae du prologue. Le diagramme, l'enluminure elle-même, devient ainsi une représentation de l'esthétique d'Hugues, par une sorte de mise en abîme du rapport qu'il établit entre l'image et l'écriture. L'itinéraire vers le milieu de la figure, vers le centre où est figurée la colombe, indique donc à la fois la retraite dans la solitude du cloître, où l'on devient monachoi, c'est-à-dire selon l'étymologie unique ou simple, et la simplification, le raccourcissement ou même la disparition du langage qui s'élève vers les réalités spirituelles et vers l'un, vers Dieu. Revenant pour conclure vraiment aux deux textes que j'avais cités au début, on peut se demander maintenant quel a été l'aboutissement au grand siècle de la civilisation médiévale, au XIIe et XIIIe siècle surtout, des théories qu'avaient soutenues respectivement Théodulphe et Jean Scott Érigène à propos des images des animaux. Il faut reconnaître tout d'abord que la conception érigénienne du symbolisme dissemblable n'a pas eu de suite. La valeur symbolique des animaux n'a jamais été niée dans la culture chrétienne du Moyen Âge, bien sûr, mais le commentaire de la hiérarchie céleste, du même texte qu'avait commenté Jean Scott Érigène, par un représentant insigne de cette culture du XIIe siècle, Hugues de Saint-Victor, où la distinction entre les symboles semblables et les symboles dissemblables est pratiquement effacée, démontre que les animaux et les monstres ne sont plus considérés comme les symboles par excellence de tout ce qui est spirituel et transcendant, des êtres célestes de Dieu. En revanche, la position ou l'attitude qui était condamnée très sévèrement, aussi bien par les Libri Carolini que par Jean Scott, le goût pour les images en elles-mêmes, l'abandon au fantastique ou même à l'iconolatrie, n'ont pas cessé de prospérer et de se répandre au fil des siècles. On l'a vu en examinant les bestiaires, le texte et les images des bestiaires. Cette tendance, toutefois, on l'a vu, se mêle avec un intérêt croissant pour la nature réelle et pour l'expérience concrète de la réalité. D'ailleurs, dans un chef-d'œuvre de cette époque, Le Devisement du monde de Marco Polo, un ouvrage qui pourrait être très intéressant pour notre séminaire, puisque la traduction, le titre signifie exactement la description du monde. Où finit le réel et où commence le fantastique dans ce texte, dans Le Devisement du monde? Mais les développements les plus carolingiens, les développements les plus originaux et féconds des réflexions carolingiennes sont constitués sans aucun doute par l'emploi
des images zoologiques et tératologiques dans le cadre de l'art de la mémoire et surtout des diagrammes didactiques ou mystiques. Ces développements se situent à la suite, certainement à la suite des conceptions carolingiennes de l'image, entendue comme simple instrument qui n'a pas de signification précise sans les tituli. Excusez-moi, j'ai oublié. Simple instrument qui n'a pas de signification précise sans les tituli, sans les inscriptions. Mais ils intègrent aussi, dans une certaine mesure, l'idée dionysienne et érigénienne de la nécessité, dans l'expression des réalités divines et transcendantes, d'une sorte de simplification ou de raréfaction du langage, voire de l'aphasie. Les diagrammes, qui sont caractéristiques de l'école victorine, comme des franciscains ou de Raymond Lulle, pour citer des cas très connus, sont l'expression typiquement occidentale et ambiguë de l'image entendue à la fois comme un danger et comme un instrument de plaisir et de connaissance. Je vous remercie. Je remercie très vivement Francesco Zambon pour cette leçon si érudite et savante d'un côté, si substantielle et si profonde. Il a fourni la base et, je dirais, l'horizon exact des problèmes que nous devons aborder. On pourrait dire grandeur et misère de l'écriture face au traitement de l'image dans sa dissimilitude, n'est-ce pas, par rapport à l'impossibilité d'arriver à décrire Dieu. La dissipation que l'écriture quelquefois donne par rapport à ce carré spécifique qui est aussi le claustrum animé dans lequel le diagramme inscrit tout ce qui doit être connu et gravé dans la mémoire. Et je pense que cette lecture dialectique qui n'a pas évité, et au contraire, a proposé les grands problèmes de la bataille entre l'écriture et l'image, entre l'Orient et l'Occident, entre l'icône et la représentation, entre la présence et la mémoire, parce que là, évidemment, il y a aussi cette polarisation venant de la tradition classique, nous apporter au cœur des problèmes qui sont posés par ce cours. Il a aussi, et encore une fois, nous l'avons déjà dit, il nous a évoqué le rôle charnière, le rôle essentiel de la culture du Moyen-Âge, période longue et période très cultivée. Vous voyez que déjà à partir de la cour de Charlemagne, les grands problèmes sont posés. Les grands problèmes sont posés. Il faudrait simplement aller ici, près d'Orléans, à Germigny, pour voir comment, d'un côté, déjà dans cette cour de Charlemagne, il y a dans les Libri Carolini ce que tu as dit, et en même temps, grâce à l'idée de vouloir imiter une espèce de fusion entre Rome et Byzance, il y a une chapelle qui est intacte aujourd'hui encore, où on a des mosaïques qui remontent justement à l'époque de Charlemagne, où cette tradition des archanges qui sont mis à
je dirais, à la tutelle de l'Alliance, sont d'une splendeur, d'une beauté extrême, comme on les voit à Ravenne ou à Santa Maria Maggiore ou en Grèce. Voyez. Donc, il y a cette idée d'un Moyen Âge qui serait une espèce d'ombre entre la période classique et la Renaissance est fausse. Et vous avez vu quelle richesse de problèmes, quelle richesse de solutions également, en tout cas de représentations, surgissent, ne fût-ce qu'à parler de quelques-uns des grands animaux symboliques, l'aigle, la colombe. N'oublions pas que les symboles des évangélistes sont à leur tour des animaux, n'est-ce pas? Il y a là toute une tradition picturale qui nous rappelle à des positions théologiques qui sont peut-être effacées dans notre mémoire, mais présentes dans cette tradition. Et je dirais encore une fois que nous avons largement besoin d'un retour du Moyen-Âge au Collège de France. Autrement, il y aura... Mais non, les ruptures de mémoire ne seront plus... seront encore plus grandissantes et il n'y aura plus le sens de cette parfaite continuité de la culture de notre vieille et belle Europe. Culture de l'écriture, culture des images, culture de l'architecture. Tu as cité du reste Friedrich Holly, qui est l'un de ceux qui ont travaillé le plus dans cette direction. De ma part, nous avons encore quelques minutes, une dizaine de minutes pour les questions. Je voudrais, en te remerciant encore une fois pour cette leçon exemplaire, j'ai quelques curiosités. Tu as tout démontré, donc il n'y a pas de dialogue critique, mais plutôt des curiosités qui surgissent, qui foisonnent. L'une desquelles, parce que là j'aimerais bien, je te dirai après que le motif de cette curiosité, mais je voudrais tout d'abord te demander si dans la page où il y a la colombe et le palmier, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a Non, c'est l'autour. Ah, l'autour au début du texte. Voilà, et le palmier, les deux carrés sont contigus, sont proches. Quelle est la définition, est-ce que tu as à l'esprit, quelle est la définition symbolique du palmier? Quelle est la raison pour laquelle on met le palmier à côté de l'autour? Non, non. Ce sont deux enluminures différentes. Celle, j'espère que je pourrais le montrer, parce que je l'avais. Bon, en tout cas, non, ce sont la première enluminure est une porte au-dessus de laquelle se trouve d'un côté la colombe et de l'autre l'autour, qui symbolise les deux, le clerc et le chevalier. L'enluminure que j'ai montrée, celle-là à droite, est celle du palmier avec les passereaux. Et là, la symbolique est différente. Oui. Le palmier représente ici à peu près l'élévation dans la contemplation, la contemplation, l'élévation vers Dieu. Et les passereaux, donc ceux qui s'élèvent vers la contemplation. Mais ce sont deux enluminures différentes. Il n'y a pas de rapport entre le palmier et l'autour. Voilà, alors là, je te remercie beaucoup parce que nous avons des mémoires implicites et quand j'ai vu ce palmier qui monte vers le haut, j'ai eu tout de suite à l'esprit l'un des rares contemporains qui cite encore au niveau allégorique, pas au niveau descriptif, le palmier, et c'est précisément Roland Barthes, à la fin de Roland Barthes par Roland Barthes, après avoir montré toute une série de photos qui devraient résumer sa vie personnelle, les souvenirs de sa maison de Bayonne, etc.,
quelques images de jeunesse, d'écoliers. Il termine par l'image d'un palmier et la légende en bas de ce palmier est le propre, et on voit bien quel consensus il exprime par cette légende, le propre du palmier est la retombée. Et c'est une formule qui vient d'un texte mystique du Moyen-Âge qu'il avait à la maison à Urt, et c'est la tradition de la mystique flamande, c'est-à-dire la retombée. Les bonnes actions ont toujours une retombée, les grands esprits sont dans l'humilité, le palmier est en même temps un symbole, et le lieu même de non-Asis, mais donc le symbole du repos dans la vie chrétienne, du 7e jour après 6 jours de travail ou de création, etc. Alors, je suis étonné et réconforté de savoir que le palmier dans ce texte de Hugues de Fouillois a un peu la même direction d'élévation, sauf que Barthes y ajoute la retombée, n'est-ce pas? Mais en suivant une tradition mystique flamande. Voyez que notre mémoire implicite reste d'une certaine manière très ancrée à cette tradition. Mais c'est déjà la conception de Richard de Saint-Victor dans les 4 degrés de la charité violente. Les 3 premiers degrés arrivent jusqu'à l'extase mystique, à la rencontre avec Dieu. Mais le 4e, c'est la redescente vers le monde pour montrer la charité qu'on a conquis, disons, qu'on a rejoint en rencontrant Dieu à tous les hommes. Donc c'est une redescente après l'extase mystique. C'est déjà la conception de Richard de Saint-Victor. Il n'y a pas de palmier chez lui, mais... Voilà, un grand merci. Et nous avons encore quelques minutes. J'imagine qu'il y aura bien de curiosité, de questions. Nous avons encore 5 minutes.